Bonjour, la webdiffusion va débuter dans 2 minutes. La webdiffusion débutera dans 1 minute. Bonjour tout le monde. Alors, nous allons débuter la webdiffusion. Bienvenue à la Conférence nationale sur la leucémie. On offre cet événement-là pour une 3e fois, mais en 2020, comme vous le savez, c'est en mode virtuel. Alors, tout au long de la semaine, on va vous partager des outils éducatifs sur la leucémie ainsi que des histoires d'espoir. Et cette semaine, il y aura 4 autres webdiffusions qui toucheront de la leucémie. Une sur la leucémie lymphoïde aiguë, leucémie lymphoïde chronique, leucémie myéloïde aiguë et leucémie myéloïde chronique. Donc, il n'est pas trop tard pour vous inscrire. Vous pouvez visiter le conférenceleucémie.ca pour vous inscrire à d'autres webdiffusions. Alors, aujourd'hui, il va être question de relever les défis de sa nouvelle normalité, santé, travail et vie sociale. Alors, nos 3 experts vont venir vous parler de l'expérience du cancer et de la vie après le cancer. Il est maintenant temps de débuter la présentation. Donc, je me présente. Mon nom est Pascal Rousseau. Je suis la chef des services à la communauté pour le Québec et pour la région d'Ottawa, pour la Société de leucémie lymphome du Canada. Donc, je serai la modératrice de cet événement en ligne. Et la présentation va être d'une durée d'environ 90 minutes, incluant les périodes de questions. Alors, puisque vous êtes en grand nombre, vous êtes en mode silencieux. Je vous invite donc, tout au long de la présentation, à poser vos questions dans la section « Questions » et nous les lirons à haute voix. Vous pourrez les poser, il y aura 3 blocs avec 3 experts, donc il y aura une courte période de questions après chaque bloc et une période de questions à la fin s'il y a des questions qui vous êtes venues par la suite. La conférence d'aujourd'hui, elle est enregistrée. Il vous sera donc possible de la réécouter sur notre site Internet et nous allons vous envoyer un courriel lorsque le tout sera disponible. Donc, la mission de la Société de leucémie et lymphome du Canada, c'est de trouver un remède contre les cancers du sang et d'améliorer la qualité de vie des gens qui sont touchés par un cancer du sang et de leur famille. Nous, oups, je vais trop vite. Donc, nous sommes là pour vous aider. Nous offrons du soutien aux personnes qui sont touchées par un cancer du sang tout au long du parcours. Alors, il ne faut pas hésiter à communiquer avec nous.
Notre site Internet également regorge d'informations très intéressantes, d'outils variés. Alors, nous avons différents feuillets informatifs sur les cancers du sang, sur les traitements et sur les aspects psychosociaux. Nous avons également différentes vidéos éducatives et explicatives pour bien comprendre les cancers du sang et la gestion des traitements. Donc, nous avons également sur notre site Internet, cancerdusang.ca, toutes nos archives des webdiffusions passées. Alors, n'hésitez pas à le visiter. Tout nouveau pour nous, nos balados. Alors, nous avons lancé une nouvelle chaîne de balados, Parlons des cancers du sang, où vous pouvez écouter des témoignages de personnes qui ont eu la leucémie, des proches aidants, des survivants, mais également des entrevues avec des experts. Donc, ces balados sont disponibles sur vos chaînes préférées, que ce soit Spotify ou Apple, et c'est vraiment du contenu très, très intéressant pour vos oreilles. Un autre programme important pour nous, le programme de soutien par les pairs. Alors, vous aimeriez échanger avec quelqu'un qui est passé par là, qui a vécu la même chose que vous. C'est possible avec ce programme-là. Des bénévoles formés offrent de l'information et un soutien empreint d'empathie en témoignant de leur expérience avec un cancer du sang. Dans la mesure du possible, les participants et les bénévoles sont jumelés en fonction de leur âge, de leur sexe et du diagnostic. Et finalement, un tout nouveau programme qui a... Bon, c'est pas Billy, mon programme. Un tout nouveau programme qui a vu le jour au printemps 2020. Alors, le programme Votre vie après le cancer. On sait que chaque expérience du cancer est unique. Chaque étape a une signification profondément personnelle. Donc, ce programme-là va offrir des outils et des ressources dont vous pourriez avoir besoin pour vous aider à vous adapter dans cette nouvelle réalité. On va en parler aujourd'hui d'ailleurs. Donc, vous pouvez visiter le site votreviepres-le-cancer.ca pour consulter nos nouvelles fiches d'information sur des sujets tels que la gestion de la fatigue, la gestion du brouillard au cerveau ou encore, si vous êtes un aidant, comment soutenir l'être cher. Donc, vous y trouverez également des enregistrements de webdiffusion et des histoires inspirantes de survivants. Donc, assez parlé, Pascal, me direz-vous? Alors, il est temps de vous présenter notre premier expert, Billy Vinette. Alors, Billy est infirmier, étudiant au doctorat en sciences infirmières et auxiliaire de recherche à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal. Aujourd'hui, Billy va nous parler de l'importance de développer son expertise pour mieux prendre en charge ses soins. Alors, à vous, Billy. Donc, bonjour, je vous remercie à tous et toutes d'être présents aujourd'hui pour cette très belle conférence auquel nous allons tenter de vous faire participer aussi. Donc, comme Pascal l'a bien mentionné, en fait, je me présente Billy. Je suis infirmier clinicien. J'ai travaillé pendant 5 ans en greffe de cellules souches, ou ce qu'on appelle les greffes de cellules hématopoïétiques, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, au centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est de l'île de Montréal. Et maintenant, je réalise un doctorat en sciences infirmières. Et aujourd'hui, je vais venir vous parler en fait des résultats de ma maîtrise qui a été dirigée par la professeure Karine Bilodeau, qui va vous parler un petit peu plus tôt. Donc, sans plus tarder, en fait, j'aimerais vous lancer un petit questionnaire, un petit sondage pour apprendre à mieux connaître qui sont les participants qui nous écoutent aujourd'hui. Donc, Sonia, je ne sais pas si le sondage est disponible. Ah, voilà, merci. Donc, je vais vous laisser répondre le sondage. Je te remercie, Sonia. Donc, est-ce que vous êtes une personne atteinte d'un cancer du sang, entre autres leucémie lymphome? Est-ce que vous êtes un proche d'une personne qui est atteinte d'un cancer du sang? Est-ce que vous êtes plutôt un professionnel de la santé ou vous êtes une autre personne? Je vais vous laisser quelques instants pour répondre. Une fois que les résultats vont être compilés, on va pouvoir vous les afficher. En fait, je vais vous faire un bref retour. Merveilleux. Donc, on peut voir qu'il y a très peu de proches, en fait, d'une personne atteinte d'un cancer du sang aujourd'hui, mais les personnes vont quand même pouvoir écouter en web diffusion par la suite ou consulter les présentations dans le futur ou nous poser des questions, il n'y a pas de problème.
On peut voir aussi que les professionnels de la santé sont quand même très présents aujourd'hui, donc ça va peut-être vous aider au courant de la présentation, mieux comprendre la trajectoire et les expériences des personnes qui traversent une telle expérience. Donc, on va espérer que ça soit utile pour vous. Et naturellement, toutes les personnes atteintes d'un cancer du sang, on espère que tout ce qui va être présenté aujourd'hui va être très utile pour vous. Donc, sans plus tarder, on va pouvoir passer à la prochaine diapositive. Donc, qu'est-ce qu'une greffe de cellules souches qu'on appelle les greffes de cellules hématopoïétiques? En fait, j'ai une belle image qui reflète très bien le processus. Euh, Ah, voilà, excusez-moi. Cette belle image, en fait, nous indique qu'on a des os dans notre corps naturellement. Et à l'intérieur de ces os, il y a ce qu'on appelle la moelle osseuse. Donc, la moelle osseuse, c'est présent vraiment partout dans le corps, mais particulièrement dans certaines zones, entre autres les os du bassin, de la crête iliaque. Et à l'intérieur de ça, en fait, on a la moelle osseuse qui nous permet de créer des cellules souches hématopoïétiques qu'on appelle souvent les cellules souches. Et à l'intérieur de ça, il y en a plusieurs, mais les plus connus que vous connaissez très bien, ce sont les globules rouges, naturellement, les globules blancs qui sont nos soldats du système immunitaire, ainsi que les plaquettes qui nous aident à la coagulation. Le seul problème, comme vous le savez, c'est lorsqu'on a des problèmes au niveau de la fabrication de ces cellules souches hématopoïétiques, on peut avoir des maladies qui se développent, entre autres les leucémies et les lymphomes, ce qui va nécessiter, dans certains cas, d'avoir une greffe de cellules souches ou greffe de cellules hématopoïétiques. Donc, avant de réaliser avant de réaliser cette greffe de cellules souches, naturellement, on va devoir trouver quelqu'un qui va être compatible avec nous pour nous donner sa moelle osseuse. Et une fois qu'on va avoir fait tout le processus qui s'étale sur plusieurs semaines, plusieurs mois, la personne qui va avoir cette greffe de cellules souches va recevoir des traitements de chimiothérapie pour détruire complètement ou partiellement sa moelle osseuse, afin de s'assurer que lorsqu'on donne une nouvelle moelle osseuse, on va réduire certaines complications qu'on va voir un petit peu plus tard. Et le don, en fait, la greffe de cellules souches, lorsqu'on va l'administrer, ça a l'air très facile, en fait, mais c'est un peu comme une transfusion de sang. Donc, c'est un peu comme du sang dans une poche de plastique qu'on va vous administrer directement dans vos veines. Et par la suite, cette greffe de cellules souches va aller se loger dans vos os et votre moelle osseuse va repartir progressivement pour vous permettre de produire à nouveau des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes. C'est sûr que je simplifie beaucoup le processus, mais l'intérêt, c'est pas tant la moelle osseuse aujourd'hui, mais c'est plutôt comment développer votre expertise. Et c'est là qu'on arrive. Mais pourquoi parler d'expertise, justement? Bien, il y a plusieurs raisons, en fait. Naturellement, la greffe de cellules souches, comme je le disais, va amener l'administration de chimiothérapie, mais on peut avoir aussi des symptômes associés au cancer. Donc, tous ces symptômes-là sont naturellement très complexes et très variés. On peut parler, entre autres, des nausées, des vomissements, des diarrhées, de la douleur, de la fatigue, et il y en a bien d'autres. Et on peut parler aussi des réactions du greffon contre l'autre. Donc, les réactions du greffon contre l'autre peuvent aussi être variées et sont complexes. Pour vous faire un parallèle, habituellement, lorsqu'on fait un don d'organes, mettons un rein, lorsque une personne reçoit un rein d'une autre personne, on parle de rejet du rein lorsque le rein va se faire attaquer par le système immunitaire de la personne qui a reçu le rein. Le seul problème, c'est que lorsqu'on donne une greffe de moelle osseuse, c'est le contraire qui se produit. C'est qu'on a un nouveau système immunitaire qui est venu s'implanter dans la personne atteinte d'un cancer. Donc, ce nouveau système immunitaire-là va venir attaquer le corps de la personne qui a reçu la greffe de cellules souches et ça peut provoquer différents symptômes qui sont très complexes et très variés, comme je le disais, mais ça peut être entre autres une rigidité au niveau de la peau qui limite beaucoup les mouvements. On peut avoir des diarrhées ou des nausées ou des vomissements qui sont très persistants. Donc, il y a une grande panoplie de symptômes, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils demandent beaucoup d'autogestion. Donc, ça demande la capacité d'être en mesure de gérer soi-même ces symptômes, que ce soit avec des médicaments, que ce soit en faisant de l'activité physique, en ayant différentes stratégies qui sont très variées, qui peuvent être faites de manière autonome ou qui peuvent être faites des fois en collaboration avec vos familles, vos amis, votre entourage ou des professionnels de la santé. Donc, naturellement, puisque ces symptômes-là sont très complexes, bien, il faut, au fil du temps, développer une certaine expertise, devenir expert dans la gestion de ces symptômes. Donc, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas un fleuve qui est très tranquille, des fois, la greffe de cellules souches. Il y a des symptômes qui peuvent très bien se contrôler durant la phase d'hospitalisation ou dans les quelques semaines suivantes ou les mois suivants, mais il y a des symptômes qui peuvent se produire un peu plus tard, comme je vous parlais des réactions du greffon contre l'autre, qui peuvent se produire des fois des mois
ou des années après avoir reçu le traitement. Donc, il y a une nécessité d'avoir une certaine expertise pour être en mesure de gérer ces symptômes-là. Et naturellement, certains symptômes peuvent persister au fil du temps, donc ils peuvent naturellement être simplement présents quelques heures, quelques jours ou quelques fois, mais des fois, ça peut s'étaler sur une longue période de temps. Donc, il faut ultimement que les personnes qui ressentent ces symptômes-là soient en mesure de contrôler les symptômes pour avoir quand même une certaine qualité de vie, pour limiter les conséquences importantes que ça peut avoir sur la qualité de vie et qu'ils soient en mesure quand même de vaquer à leurs occupations habituelles. Donc, dans le cadre de ma maîtrise, en fait, je m'intéressais à savoir comment est-ce que des jeunes adultes de 18 à 39 ans devenaient des experts dans la gestion de leurs symptômes. Donc, est-ce qu'il y avait un processus pour les aider à devenir des experts? Est-ce qu'il y a certaines caractéristiques qui peuvent être liées à ça? Ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a interviewé, on a fait des entrevues avec 7 jeunes adultes qui étaient atteints de leucémie ou de lymphome pour mieux comprendre comment ils ont appris à gérer leurs symptômes durant leur greffe et après leur greffe, et vraiment pendant une longue période après leur greffe, pour voir s'il y avait certains moments qui étaient associés avec une certaine maîtrise ou une certaine expertise par rapport à la gestion de leurs symptômes. Donc, je vais vous présenter un schéma qui est assez révélateur, qui découle des résultats de ma maîtrise. Il y a beaucoup d'informations. Inquiétez-vous pas, on va passer chacune des informations une à la fois et on va vraiment bien décortiquer. Je vais vous donner des exemples pour être en mesure de mieux comprendre. Donc, je vais pouvoir vous présenter dès maintenant le schéma. Donc, comme vous pouvez voir, en bas à droite, on a vraiment en fait toute la mention il y a une légende avec des petits cercles qui nous parlent des expériences d'autogestion. Donc, ce qu'on entend par expérience d'autogestion, c'est à chaque fois que la personne qui a reçu une greffe de cellules souches est confrontée à des nausées, des vomissements, de la douleur ou quelque chose comme ça, mais au fil du temps, on est confronté à de moins en moins de nouvelles expériences. Donc, c'est sûr qu'au début, tout est nouveau pour nous, mais au fil du temps, on se dit, ah, mais j'ai déjà ressenti une nausée par le passé. Ah oui, c'est vrai, j'ai déjà géré une nausée ou un vomissement ou ce mal de tête-là, ça me fait penser à celui que j'avais avec ma migraine il y a quelques semaines. Donc, au fil du temps, on est confronté à ces expériences d'autogestion et on est capable de développer une certaine forme d'expertise. Donc, maintenant, pour aller vers le graphique, on peut voir qu'il y a vraiment une grosse flèche qui grossit avec le temps et qui va des deux sens. Donc, cette flèche-là est très importante parce que ça nous indique qu'au fil du temps, il y a vraiment un cumul d'expériences d'autogestion vécues, comme vous pouvez voir juste à gauche. Donc, plus on a ces expériences d'autogestion-là, plus il y a un certain cumul qui se produit et on va développer une expertise au fil du temps. Donc, naturellement, le temps, comme on peut le voir, c'est vraiment le temps depuis le début du cancer, comme la barre horizontale nous l'indique. Donc, au fil du temps, on rencontre des expériences par rapport à la gestion des symptômes à cause de notre cancer, à cause de notre traitement, à cause de la greffe de cellules souches, et on développe certaines caractéristiques qui nous permettent de devenir ou de tendre vers l'expertise. Et ça, ces caractéristiques, on les a regroupées en différents niveaux, et les niveaux, on leur a donné en fait des noms en fonction de qu'est-ce que les participants, les jeunes adultes qui étaient atteints d'un cancer, qui ont reçu une greffe de cellules souches, qu'est-ce qu'ils nous ont dit. Donc vraiment, le premier niveau, c'est vraiment les professionnels de la santé sont les experts. Donc, pour nous, c'était un niveau que, en fait, la personne possède peu d'expérience d'autogestion. C'est sûr que, comme tout le monde, par le passé, vous avez probablement déjà eu un mal de tête et vous avez peut-être pris des Tylenol ou des Advil pour gérer votre mal de tête. Donc, vous avez quand même quelques expériences, mais vous n'avez pas forcément des expériences par rapport au cancer ou par rapport à la gestion des symptômes de la greffe de cellules souches. Donc, ce que ça amène, c'est qu'on se réfère beaucoup aux professionnels de la santé parce qu'on sait que les professionnels de la santé ont des connaissances, des compétences pour nous accompagner par rapport à nos symptômes, pour nous guider vers ce qu'on devrait faire. Donc, admettons que je fais de la fièvre, est-ce que je devrais prendre des Tylenol? Est-ce que je devrais me rendre à l'urgence? Etc. Donc, c'est vraiment nos experts qui agissent un peu comme un filet de sécurité et ce sont, dans ce cas-ci, eux les experts. Mais au fil du temps, il va y avoir un processus qui va amener une espèce de changement de perspective. Plutôt que ce soit les professionnels de la santé qui soient les seuls experts, bien, il va y avoir les personnes qui vont avoir reçu la greffe de cellules souches, mais il va y avoir aussi leur entourage qui vont devenir des experts à un certain niveau aussi. C'est sûr qu'il n'y a personne, que ce soit les professionnels de la santé, que les personnes atteintes d'un cancer ou leur entourage qui connaît tout non plus. C'est pour ça que ça reste un travail collaboratif. Donc, une fois qu'on a passé ce premier niveau-là, on se rend vraiment au deuxième niveau qui est je tente de me remettre dans mon environnement et de reprendre un train de vie plus normal. Donc, on se rend à un niveau qu'on essaye de récupérer qu'est-ce qu'on était capable de faire avant et d'intégrer ça dans notre nouvelle normalité. C'est souvent quelque chose qu'on entend
comme terme nouvelle normalité. Mais pour intégrer justement cette nouvelle normalité-là, mais on parle qu'il y a certaines caractéristiques, entre autres, dénoter la récurrence de certains symptômes. Par exemple, la semaine dernière, j'avais un mal de tête et aujourd'hui, j'ai un mal de tête. Je trouve ça vraiment étrange d'avoir des mal de tête. J'avais pas ça avant. Donc, on dénote qu'il y a quand même une certaine récurrence dans nos symptômes, mais on n'est pas encore en train de penser à pourquoi on a forcément ces symptômes-là qui se produisent. Et là, on voit naturellement qu'il y a des symptômes et on est capable d'établir une série d'étapes. Si j'ai mal à la tête, ben, je peux prendre des Tylenol, je peux prendre de l'eau, je peux aller faire une sieste. Et si ça ne fonctionne pas, je peux appeler par exemple mon infirmière pivot en oncologie. Donc, vous voyez qu'il y a une certaine séquence, une certaine série d'étapes qui nous permettent de dire si A ne fonctionne pas, je vais tenter de faire B, puis C, puis D, etc. Mais c'est sûr qu'on n'est pas capable de tout faire. On se réfère encore probablement encore à des professionnels de la santé. Mais à ce niveau-là, on est quand même capable de prioriser certains symptômes. Donc, si vous avez, par exemple, un mal de tête à 3 sur 10 et que vous vomissez, bien, probablement que vous allez prioriser quand même les vomissements. Donc, c'est un peu normal. Il y a des symptômes que vous êtes en mesure de juger de manière plus importante que d'autres parce qu'ils peuvent justement influencer vos autres symptômes ou votre état général. Mais c'est sûr qu'on ne connaît pas tout encore à ce niveau-là, donc on peut quand même être submergé par l'anxiété, comme on l'indique juste ici. Mais généralement, l'anxiété, ça ne va pas forcément nous submerger. C'est juste qu'on a noté que ça pouvait arriver à ce niveau-là. Au niveau du troisième niveau, je me sens plus à l'aise car c'est moins de l'inconnu. Donc là, on peut voir vraiment que les personnes, il y a vraiment une notion de se sentir plus à l'aise, plus confortable par rapport à la gestion des symptômes. Donc, on a développé quand même une certaine forme d'expertise. C'est pas parfait, mais c'est moins de l'inconnu. Donc, on est capable d'établir des objectifs à long terme. On ne parle pas de long terme forcément 6 mois, mais ça peut être aussi des objectifs à moyen et long terme au sein de notre journée ou des prochains jours, par exemple. Mais j'aimerais ça regagner ma force physique pour être en mesure d'être moins essoufflé quand je monte des escaliers. Donc, pour ça, je pourrais, par exemple, faire plus d'exercice physique à la maison. Donc, ça peut être un bel objectif qu'on se met à moyen et long terme pour être en mesure justement de soulager ou de contrôler certains de nos symptômes qu'on peut avoir. Et vraiment, on a une meilleure compréhension de tout notre état de santé qui nous amène à tenter de déterminer les causes de certains de nos symptômes. Donc, je parlais tout à l'heure du mal de tête que j'ai pu ressentir la semaine dernière et que je ressens aujourd'hui. Mais là, je peux me questionner à ce niveau-là. Est-ce que c'est parce que j'avais mal dormi? Est-ce que c'est par exemple parce que j'ai pris un certain médicament et ça m'emmène un effet secondaire 45 minutes après que je l'ai pris? Est-ce que je suis stressé, etc.? Et en déterminant les causes de ces symptômes-là, on est capable aussi de moduler, de choisir des stratégies d'autogestion de nos symptômes qui vont nous permettre de gérer les causes et gérer les symptômes. Donc, on agit sur deux fronts en même temps. Et on est capable aussi d'anticiper certaines conséquences qui sont possibles. Donc, si, admettons, je souffre d'insuffisance rénale, donc mes reins ne fonctionnent pas très bien, bien, je vais peut-être limiter la prise de certains médicaments qui pourraient être durs pour mes reins parce que mon médecin ou mon infirmière pivot m'a dit qu'il faudrait peut-être éviter ces médicaments-là. Donc, à la place, je vais peut-être choisir d'autres stratégies qui vont me permettre justement de ne pas empirer les conséquences. Donc, je vais peut-être boire plus d'eau à la place ou je vais peut-être appeler mon infirmière pivot pour aller avoir d'autres suggestions. Donc, il y a vraiment cette conscience de dire qu'il y a certaines conséquences qui sont possibles quand même si on effectue certaines stratégies pour gérer nos symptômes. Au niveau du quatrième niveau, dès que j'ai un effet secondaire, je sais comment agir par rapport à ça. Donc, on voit que la personne a gagné une certaine sécurité. Donc, elle sait quoi faire, elle sait comment réagir. Donc, à force d'avoir eu des expériences d'autogestion, la personne est plus apte à gérer de manière autonome ses symptômes. Donc, ce qu'on a vu dans les caractéristiques, oups, excusez-moi, ce qu'on a vu dans les caractéristiques, c'est vraiment une perception plus élevée de son corps. C'est sûr que ce n'est pas parfait, mais déjà, on est plus attentif à certains de nos symptômes. Ça, c'est quelque chose que j'ai rencontré d'ailleurs beaucoup dans ma pratique en tant qu'infirmier. Certains patients pouvaient nous dire, il me semble qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien ou je ne me sens pas comme d'habitude. Il y a quelque chose qui s'en vient ou je sens que je vais faire de la fièvre bientôt. Bien, c'est ça exactement cette caractéristique-là. C'est posséder une perception plus élevée de son corps, de ses symptômes, et on est capable d'évaluer aussi son état de santé de manière globale. Donc, si, admettons, vous avez mal à la tête, vous toussez, et en plus, vous faites de la fièvre et vos poumons, vous avez de la misère à respirer, bien, c'est peut-être une infection. Vous voyez le portrait plus global plutôt que juste voir la toux de manière séparée, le mal de tête de manière séparée, la fièvre de manière séparée. Vous êtes capable d'avoir une globalité associée avec ça. Et vous avez tellement d'expérience de gestion de symptômes que vous avez une espèce de routine qui est établie. Ce n'est pas forcément parfait à ce niveau-ci, mais vous êtes capable quand même de dire que habituellement, lorsque vous faites A,
Si ça ne marche pas, ben, vous faites B et habituellement avec B, c'est correct, mais vous avez quand même C, D, E, F, G qui sont disponibles pour gérer votre symptôme. Et là, maintenant, on arrive au dernier niveau qui est très intéressant, c'est je suis plus expert pour écouter mon corps. Donc, on parle souvent de l'état de base, de l'état habituel où je suis comme ceci, puis là, il me semble qu'il y a quelque chose qui est différent présentement, mais c'est ça la caractéristique qui est associée avec ce niveau-là, c'est je reconnais l'habituel. Vous êtes capable de distinguer qu'est-ce qui est habituel de qu'est-ce qui ne l'est pas. Et à ce niveau-ci, la personne est tellement rendue un expert ou une experte qu'elle est capable de faire plusieurs stratégies de gestion de symptômes de manière simultanée. Donc, vous êtes capable peut-être de prendre des Tylenol, de laisser un message à votre infirmière pivot en oncologie, d'aller prendre une marche à l'extérieur et de peut-être faire une sieste par la suite. Donc, il y a plusieurs choses qui sont faites de manière presque simultanée pour tenter d'avoir un effet pour gérer le symptôme ou les symptômes ou les causes des symptômes que vous pensez. Et aussi, on a noté qu'il y a la présence vraiment de l'intuition. Donc, l'intuition qui nous amène, qui nous guide à dire, ben, j'ai déjà ressenti ça par le passé, ou ça me fait penser à ça que j'ai déjà eu par le passé. Donc, il y a quand même un certain rôle qui est guidé qui est laissé à l'intuition dans la gestion des symptômes. Mais à ce point, à ce niveau-ci, ce qui est vraiment fait, c'est qu'il y a une excellente maîtrise des symptômes qui est effectuée de manière presque automatique. La personne n'a pas forcément besoin de réfléchir avant d'effectuer sa gestion de symptômes. Il y a vraiment la prise de conscience de ces sensations corporelles qui est très, très intéressant pour nous. Donc, admettons, vous avez des gargouillements à votre ventre, bien, on peut se dire que c'est parce que vous avez peut-être faim, mais ça pourrait peut-être être des diarrhées qui s'en viennent. Donc, il y a la prise de conscience de ces sensations-là aussi, mais qui va guider le choix des stratégies d'autogestion qui pourraient être effectuées. Donc, pour prévenir des diarrhées, par exemple, bien, vous pourriez éviter de boire de l'eau ou de prendre du café pour ne pas empirer cette diarrhée-là. Mais tout ça, ça débute parce que vous avez pris conscience de vos sensations corporelles. Donc, c'est possible que les caractéristiques que je vous ai présentées aujourd'hui, vous ne les reconnaissez pas dans votre expérience, que vous ne les voyez pas non plus dans vos futures expériences de gestion de symptômes, ou que pour les professionnels de la santé, par exemple, ce n'est pas quelque chose qui est tout le temps présent avec les personnes atteintes d'un cancer qui ont reçu une greffe de cellules souches. Naturellement, nous, c'est ce que nos entrevues avec 7 jeunes adultes nous ont indiqué, mais il faut quand même prendre ça avec un certain grain de sel. Il y a quand même des choses qui sont intéressantes avec ça quand même. Donc, je voulais vous donner des petits conseils pour comment développer votre expertise pour la personne qui a reçu une greffe de cellules souches ou qui pourrait en recevoir une dans le futur. Donc, tout d'abord, c'est vraiment de faire appel aux autres. On l'a vu dans le premier niveau. Donc, les professionnels de la santé sont les experts. Donc, il faut faire appel aux autres, c'est-à-dire aux autres professionnels de la santé. Aux autres, ça peut être notre famille, ça peut être nos collègues, ça peut être nos amis. Donc, surtout au début, lorsqu'on n'est pas forcément certain de comment gérer nos symptômes, ce n'est pas un signe de faiblesse de faire appel aux autres, loin de là. Ça va vous aider justement à avoir un meilleur contrôle de vos symptômes et une meilleure qualité de vie. Il faut être aussi à l'écoute de ces symptômes, très important parce que ce n'est pas toujours facile de distinguer qu'est-ce qui cause vos symptômes et si ce que vous avez effectué pour tenter de gérer vos symptômes, si ça fonctionne ou non. Donc, bien être à l'écoute. Vous pourriez peut-être aussi prendre en note vos symptômes. On a vu dans les caractéristiques que je vous montrais, qui est de dénoter la récurrence et d'avoir une certaine routine établie. Mais c'est sûr qu'en prenant en note à quel moment vous avez des symptômes, qu'est-ce que vous avez fait pour gérer les symptômes, est-ce que ça a fonctionné? Bien, ça pourrait vous aider à développer une espèce de routine et développer votre expertise dans la gestion de vos symptômes. Demander des conseils aussi, ça pourrait être à d'autres personnes qui ont passé par vos traitements. Tout à l'heure, on nous a mentionné qu'il existe justement des programmes de parrainage, mais ça pourrait être intéressant d'aller demander des conseils à comment X personnes qui a reçu une greffe de cellules souches, justement, à passer à travers de ces symptômes pour les gérer, bien, vous pourriez aller chercher des conseils chez ces personnes-là qui ont passé au travers de ces expériences-là. Et exprimer ces expériences, bien, autant avec les professionnels de la santé que votre entourage. C'est quoi vos expériences? Donc, est-ce que vous avez déjà ressenti un mal de tête comme ça par le passé? Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça n'a pas marché? Donc, c'est ce que je vous encouragerais à faire pour vraiment prendre conscience de vos symptômes et avoir une meilleure gestion de vos symptômes. Maintenant, pour la famille, ben, naturellement, aider à accompagner la personne qui ressent ces symptômes-là, bien important. Vous pourriez la faire verbaliser aussi, la personne qui a reçu des traitements, verbaliser en sens, comment est-ce que la personne pense qu'on devrait gérer ses symptômes? Est-ce que par le passé, elle a déjà employé certaines stratégies? Vraiment faire verbaliser, pas pour s'imposer, mais vraiment pour amener la personne à voir à quel point elle est devenue un expert ou une experte et comment elle pourrait utiliser les stratégies qu'elle a utilisées par le passé pour continuer de gérer ses symptômes. Vous pourriez aussi prendre des notes pour savoir qu'est-ce qui est efficace avec la personne, en fait,
que vous soutenez dans cette expérience-là. Ça pourrait être prendre des notes et peut-être faire un aide-mémoire et le coller sur le frigidaire. Ça pourrait être aussi simple et ça pourrait aider la personne dans votre entourage qui est atteinte d'un tel cancer pour mieux gérer ses symptômes et devenir un expert. Encore une fois, faire appel aux autres, ça peut être faire appel aux professionnels de la santé, mais aussi aux familles des personnes qui vivent une telle expérience. Et pour les prochaines étapes, ce qui serait intéressant avec les résultats, ce serait explorer avec d'autres groupes, pas simplement juste des jeunes adultes atteints de leucémie ou de lymphome, mais peut-être avec des personnes en général, des adultes qui ont reçu une telle greffe ou des survivants d'un cancer, de d'autres cancers, mais naturellement, ce serait à voir dans d'autres études, et d'élaborer aussi des interventions pour favoriser le développement de l'expertise de jeunes adultes ou de personnes atteintes de leucémie, lymphome. Donc, il y aurait plusieurs interventions qui pourraient être réalisées. Donc, par exemple, des journaux pour prendre des notes sur le développement de son expertise, quelles stratégies ont été mises en place, peut-être des balados-diffusions aussi pour tenter d'aider d'autres jeunes adultes qui ont passé au travers de telles expériences. Donc, il y a plein d'interventions qui peuvent être élaborées. Mais moi, ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui dans les messages clés, c'est que c'est un processus graduel, le développement de son expertise. Ça ne se développe pas du jour au lendemain non plus. Il y a quand même une notion de temps qui est associée avec ça. Il faut être confronté à des symptômes et vous avez une influence. C'est ça qui est une bonne nouvelle. Autant les professionnels de la santé que les personnes atteintes de cancer ou leur entourage, vous pouvez développer votre expertise. On l'a vu tout à l'heure. Donc, en s'impliquant dans la gestion des symptômes et en se posant des questions, vous pouvez devenir plus facilement un expert. Et naturellement, je vous encourage à participer à des projets de recherche, pas simplement à tester des médicaments. Ces résultats-là ont été faits avec des entrevues. Donc, en discutant avec des personnes qui sont atteintes d'un cancer, on est capable de mieux comprendre leurs expériences et d'adapter nos soins en conséquence. Donc, la recherche, ce n'est pas juste des médicaments, c'est aussi participer à des projets, à des interventions pour tenter de vous aider. Donc, on est toujours bien heureux quand vous participez. Et je pourrais naturellement pas avoir réalisé cette présentation sans ma directrice de recherche, la professeure Karine Bilodeau, qui va vous parler dans quelques minutes, ainsi que différentes organisations qui m'ont financé, telles que le Centre d'innovation en formation infirmière, la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et la Fondation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Donc, avant de terminer, j'aurais en fait un petit sondage pour vous pour savoir à quel stade, quel niveau d'expertise vous pensez vous situer. Donc, si vous êtes une personne atteinte de leucémie ou de lymphome, vous pouvez répondre par rapport à vous. Si vous êtes quelqu'un de l'entourage, vous pouvez répondre par rapport à la personne que vous connaissez, ou si vous êtes un professionnel de la santé, vous pouvez quand même penser à certains patients qui pourraient peut-être correspondre à ce niveau-là. Donc, je vous invite à répondre avec le sondage avec A. Est-ce que les professionnels de la santé sont les experts? Est-ce que c'est plutôt se remettre dans mon espace et reprendre une vie plus normale? Ou est-ce que je me sens plus à l'aise car c'est moins de l'inconnu? Est-ce que dès que j'ai un effet secondaire, je sais comment agir? Ou je suis plus expert pour écouter mon corps? Donc, on va vous laisser quelques instants pour prendre une décision et après ça, on va pouvoir partager les résultats du sondage et par la suite, on va avoir une période de questions. Donc, on peut voir qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui se sentent plus à l'aise car c'est moins de l'inconnu. C'est sûr qu'on avait aussi beaucoup de professionnels de la santé aujourd'hui, donc vous pensez peut-être à une personne en particulier. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on a 21% qui nous indiquent que je suis plus expert pour écouter mon corps. Donc, il y a quand même certaines personnes qui sont reconnues dans le développement de leur expertise et qui se considèrent comme des experts dans la gestion de leurs symptômes. Donc, c'est encourageant de voir qu'il y a des personnes qui se catégorisent comme des experts parce que c'est ce que vous êtes, des experts ou des experts en devenir par rapport à la gestion de vos symptômes. Donc, on va pouvoir arrêter le sondage et on va pouvoir passer sans problème à la période de questions. Merci beaucoup, Billy, pour toutes ces informations. Alors, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, je vous invite dans la zone section, dans la zone questions, pardon, à poser les questions à Billy. Également, vous allez avoir d'autres opportunités, donc c'est pas grave s'il n'y a pas de questions qui vous viennent tout de suite. Vous allez avoir d'autres opportunités là, de poser des questions durant le reste de la présentation. Vous pouvez aussi les indiquer dans la section comme ils viennent. À ce moment-là, on y répond à la fin de la présentation. Donc, je vais laisser quelques minutes pour si les gens ont des questions.
Alors, on a une première question ici. Je trouve que ces principes s'appliquent pour la prise de chimio en continu. Ah, c'est plus un commentaire. Merci beaucoup. Donc, je pense que Billy t'a parlé de greffe de cellules souches, mais quelqu'un mentionne que ça s'applique également pour la prise de chimio en continu. Oui, tout à fait. C'est sûr que nos résultats ne prouvent pas ça directement, mais c'est aussi une prémisse qu'on s'est dit que ça pourrait peut-être être d'actualité pour peut-être l'ensemble du parcours en oncologie. Donc, ce serait peut-être intéressant d'aller voir avec d'autres clientèles. Mais je suis content que ça résonne chez vous. Ben pour l'instant, je vais. Ah, attends, oh, je vais trop vite. J'ai d'autres questions. Alors, je suis étudiante. Juste, je n'ai pas bien saisi dans quel ordre se fait le traitement. D'abord, c'est la chimio, puis la greffe. C'est bien ça? Ben, en fait, c'est que je l'ai très simplifié beaucoup le processus. C'est que la personne peut être diagnostiquée avec, admettons, une leucémie et on peut lui donner certains traitements, ce qu'on appelle l'induction, entre autres. Donc, on va tenter d'induire une rémission, mais la rémission ne va pas, ça ne va pas guérir forcément la personne à long terme. Cette personne-là peut avoir besoin d'une greffe de cellules souches. Le seul problème, c'est qu'entre-temps, il faut quand même traiter la personne. Donc, ce que ça amène, c'est qu'on la personne, on peut lui donner une chimiothérapie temporaire jusqu'à temps qu'on trouve une greffe de cellules souches. Et là, on va lui donner une chimiothérapie qui va être beaucoup plus intense, qui va nécessiter souvent une hospitalisation et qui va amener beaucoup plus de symptômes généralement. Et là, on va administrer la greffe de cellules souches à la personne durant son hospitalisation. Et durant son hospitalisation, ça peut varier entre une trentaine de jours, quarantaine de jours. Et la personne va avoir progressivement une baisse de ses résultats de laboratoire pour sa formule sanguine complète, ses lymphocytes, etc. Et ça va monter au fil du temps et la personne va pouvoir retourner à son domicile et par la suite, elle va avoir des suivis de manière périodique. Merci pour ces précisions, Billy. J'ai une autre question qui est à quel endroit peut-on retrouver les projets de recherche et comment s'inscrire? Ah, bien ça, c'est une excellente question. C'est sûr que nous, avec les comités d'éthique, on a toujours besoin d'avoir une autorisation pour tenter de recruter les gens de certaines façons. C'est souvent par courriel, par des affiches ou via vos professionnels de la santé. Nous, on communique souvent, par exemple, avec les infirmières pivots en oncologie ou les infirmières dans les centres ambulatoires de traitement de chimiothérapie ou dans les unités de soins. Donc, quand il y a des projets de recherche qui ne sont pas forcément faits par des médecins, mais par des infirmières, nous, souvent, on les contacte. Donc, des fois, au courant d'une hospitalisation ou quand vous recevez des soins, ça se peut qu'on vienne vous solliciter, mais il y a très peu de sites Internet qui existent directement pour recenser ces projets-là. Mais vous allez le voir avec la professeure Karine Bilodeau qui va vous parler tout à l'heure et la professeure aussi Christine Maheu. Elles réalisent des projets de recherche et elles ont des listes de diffusion de courriels. Donc, si vous êtes intéressé, peut-être vous pourriez contacter ou ces professeurs pourraient vous donner peut-être leurs coordonnées et vous pourriez peut-être vous inscrire sur leur liste de diffusion de leurs projets de recherche. Et quand elles ont des projets, elles pourraient envoyer une lettre et vous pourriez peut-être dire, ah, je suis intéressé, Madame Bilodeau, est-ce que vous pourriez me rencontrer, blablabla. Et nous, ça nous fait toujours bien plaisir qu'on a des gens qui participent. Bien, merci beaucoup. Donc, on va passer à notre deuxième expert. Vous pouvez continuer à mettre vos questions dans la boîte questions, même si ça s'adresse moins à Karine, plus à Billy. À la fin, on va tous y répondre. Donc, je vous invite à continuer de poser vos questions. Donc, sur ce, oups, c'est moi qui est allé trop vite. Excusez-moi. Bon, alors sur ce, je vous présente Karine Bilodeau, donc notre deuxième experte de la conférence. Karine est professeure adjointe et chercheure régulière au Centre Innovation et en formation infirmière et au Centre de recherche de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Alors, à toi, Karine. Bonjour, merci de l'invitation. C'est toujours un plaisir de venir rencontrer les gens touchés par le cancer et leurs proches. J'aimerais aussi ajouter que je suis affiliée à l'Université de Montréal où je suis professeure. Oui, c'est bon, je fais des tests avec mes partages d'écran. Aujourd'hui, on m'a demandé de venir discuter de la normalité avec un cancer du sang. Et ça m'a apporté quand même beaucoup de réflexion parce que mes travaux de recherche portent entre autres sur l'expérience de survie au cancer, puis la thématique de la normalité revient souvent
auprès des personnes touchées. Mais là, pour la journée, je me dis, bon, je vais essayer de réfléchir, mais qu'est-ce que ça veut dire une normalité? Alors, j'ai utilisé la bonne vieille technique d'ouvrir le dictionnaire. Alors, j'ai été sur le site de le dictionnaire Le Robert pour voir quelle était la définition classique de la normalité. Et qu'est-ce qu'on peut voir? C'est le caractère de ce qui est normal, ce qui est norme. Mais d'un autre côté, on n'est pas... moi, voir ça, puis connaissant l'expérience du cancer, on peut vraiment considérer que l'expérience du cancer ne fait pas partie d'une norme. Ce n'est pas une norme socialement d'être touché par le cancer. Et lorsqu'on regarde la notion de qu'est-ce qui est normal, lorsqu'on regarde le dictionnaire sur qu'est-ce que le mot normal, on dit de ce qui est dépourvu de tout caractère exceptionnel. Mais là aussi, avoir eu un diagnostic de cancer au cours de sa vie, c'est quand même exceptionnel et qui est conforme au type le plus fréquent, encore ici, la norme, puis qui se produit selon l'habitude. Mais de l'autre côté, être touché par la maladie ne fait pas partie d'une normalité, ça ne fait pas partie d'une norme, puis c'est quand même anormal dans un parcours de vie d'avoir été touché par une maladie aussi grave. Alors, c'est normal de se réfléchir à la normalité. C'est pour ça que des fois, on parle de nouvelle normalité. Et des fois, je me dis peut-être que c'est une fausse normalité lorsqu'on vit le cancer. Et mes travaux de recherche ont porté là-dessus, puis je vais te parler davantage là-dessus aujourd'hui. Quand on finit des traitements, on est face à cette nouvelle normalité et j'ai pensé vous présenter les propos d'une participante que j'ai eu à un projet de recherche qui exprimait bien un peu comment on se sent lorsque un peu tous les traitements arrêtent. Ici, la participante me disait, quand c'est terminé, bien, c'est comme si ça fait bizarre parce que le cancer occupe notre vie à temps plein pratiquement. Puis avec les temps de rendez-vous, puis tout ça, surtout de la radiothérapie, c'est à chaque jour. Tu te trouves avec toi-même, avec ce qui te reste quand c'est terminé. Les symptômes sont toujours là. Puis tu as l'impression que tu te dis, ah bon, ok, c'est fini, il semblerait que je suis guérie, mais c'est comme une adaptation. Alors ici, ça met vraiment la table à savoir qu'est-ce qui se passe après, comment vivre cette adaptation-là, puis aussi, est-ce que c'est normal, est-ce que je suis comme de se sentir un peu ambivalent par rapport à qu'est-ce qui se passe pour la suite. Ici, on a mené un projet de recherche au cours de la dernière année avec 27 participants qui avaient terminé des traitements pour le cancer. Puis dans notre échantillon, il y avait quelques personnes touchées par un cancer du sang. Et on a rencontré des gens de tous les groupes d'âge, des adolescents, des gens début vingtaine, dans la trentaine, quarantaine, cinquantaine, soixantaine, pour voir un peu quels étaient les défis de cette nouvelle normalité. Puis l'étude nous a permis de lever le voile sur les défis de l'après-cancer, puis aussi d'identifier des apprentissages qui étaient réalisés pour faire face à ces défis. Et c'est qu'est-ce que je vais vous partager aujourd'hui plus en détail. Les thèmes qui ont émergé en lien avec la normalité, c'est 4 thèmes ou qu'il y a des défis qui sont associés. La recherche de son identité, un peu l'ambivalence entourant l'autonomie, l'indépendance, la perturbation dans les rôles sociaux et les responsabilités, et enfin, le fait de vouloir retourner à sa vie, soit retourner au travail ou retourner à l'école. Pour le premier thème, qu'on parle de recherche de son identité, il y a 2 défis qui ont davantage émergé auprès de nos participants. On parle du défi de découvrir, accepter sa nouvelle identité. Le fait de peut-être, suite au traitement, se re-questionner par rapport à qu'est-ce qu'on veut, quelles sont nos appréhensions par rapport à l'avenir, comment on a le goût d'être avec les autres, de vivre tout ce changement-là. Puis ensuite aussi de concilier les apparences versus la réalité. C'est-à-dire qu'on se sent changer, mais d'un autre côté, les gens autour de nous ne voient pas nécessairement les changements parce que oui, on se sent mieux, les cheveux vont peut-être repousser, on est un peu plus en forme, physiquement, ça paraît moins qu'on a eu des traitements pour le cancer, mais d'un autre côté, à l'intérieur de soi, on se sent changer. Alors, comment on fait pour concilier ces 2 dualités? Ici, je vais vous présenter les propos de 2 participantes. Et je vous ai choisi 2 propos de femmes, mais avec des âges différents, pour vous montrer que le fait de se questionner par rapport à son identité, oui, ça peut être un défi pour les gens un peu plus jeunes, mais également les gens un peu plus vieux. Ici, la première participante était dans la trentaine, puis elle nous expliquait, mais la normale, elle n'existe plus. Il n'y en a plus, c'est nouveau. Tu es une nouvelle personne, tu as un nouveau normal. Puis ça, c'est quand même difficile pour les gens à comprendre. Pour notre deuxième participante qui était fin cinquantaine, elle nous explique « ça ne revient jamais. C'est pas normal, c'est une autre vie, c'est cliché, mais on oublie la personne qu'on était.
Ce qui est difficile pour les gens autour de soi, c'est qu'ils nous voient bien physiquement, mais la tête n'est plus là du tout. Alors ici, on a un portrait un peu des dualités qu'on peut vivre en lien avec son identité. Il y a des émotions aussi qui sont rattachées à ce défi. On parle de vivre peut-être de l'anxiété, de la culpabilité. Quelquefois, on a l'impression de devoir davantage penser à soi, également, puis là, on se sent coupable parce que peut-être dans notre vie, on a toujours pensé aux autres, pensé les autres en premier. On peut sentir de l'isolement parce qu'on se sent différent, mais les gens autour de soi ne le voient pas. Également de l'incertitude par rapport à ce qu'on vit et de la peur. Et des questions aussi sont en tête pendant cette période. Suis-je la même personne? Suis-je toujours une personne de cet âge? Dépendamment de l'âge qu'on a, des fois pour les plus jeunes, on a l'impression d'avoir vieilli de 10 ans tout d'un coup. Quels aspects de mon identité j'aimerais conserver? Est-ce que je décide de faire une nouvelle vie, partir sur une nouvelle base? Comment dois-je m'actualiser? Et à quel point est-ce que je veux m'adapter aux autres? Les participants de notre projet nous ont ciblé des stratégies qui leur apparaissent utiles. Ils nous disaient pour le thème en lien avec la recherche d'identité, de se choisir d'abord, de se prioriser dans les choix qu'on fait. Aussi de moduler les informations qu'on offre aux proches. On n'est pas obligé de tout dire aux gens autour de soi, puis peut-être choisir les personnes avec qui on a le goût de se confier davantage. Et enfin, de partager puis d'échanger avec d'autres personnes qui ont été touchées par la maladie, entre autres via des groupes de soutien, puis l'art thérapie, du jumelage, puis entre autres la Société de leucémie lymphome du Canada offre ce type de service. Le fait de parler avec des gens qui ont été touchés par la maladie fait en sorte qu'il y a comme des non-dits que vous n'êtes pas obligé de dire. Vous n'êtes pas obligé de parler de contexte. Quand vous dites que vous êtes fatigué, tout le monde comprend, vous n'êtes pas en mesure de vous justifier. Puis ça, selon les participants de notre étude, ça amène énormément de réconfort. Pour le prochain défi, on parle qui est en lien avec l'autonomie et l'indépendance. Les défis qui sont en lien, on a dans notre liste se réapproprier sa nouvelle santé, son nouveau corps. Comment vivre avec une santé qui est différente de celle que j'ai eue avant, un corps qui ne réagit plus de la même façon, de ne pas vouloir être un fardeau pour ses proches et sa famille, de résister à la perte d'indépendance. Si je parle aux plus jeunes, s'il y en a parmi nous, le fait que des fois, on est au début de notre vie d'âge adulte où on a un appartement, peut-être on vient de s'acheter un condo et du jour au lendemain, on se rend compte que peut-être on a besoin de retourner quelques mois chez ses parents pour qu'ils prennent soin de nous. Puis là, on veut résister au fait d'aller chercher de l'aide. Et enfin, avoir à demander de l'aide et soutien, c'est toujours un défi majeur pour tous. Souvent, on n'est pas habitué de demander de l'aide. Ici, j'ai un extrait d'une jeune femme début trentaine qui nous expliquait qu'elle résistait de ne pas perdre son indépendance. Puis, elle avait en tête, ses parents lui demandaient de venir peut-être à la maison familiale pour se reposer quelques semaines. Puis, elle résistait énormément. Puis, elle nous raconte un jour, elle n'a pas eu le choix d'accepter l'offre de ses parents. Elle nous explique. Un jour, j'ai eu l'impression qu'un camion m'a passé sur mon corps. Je me suis levée un matin, je n'étais plus capable de me lever. J'ai regardé mon appartement, ça faisait 1 mois que je n'avais pas fait de ménage. Il y avait de la vaisselle, des vêtements partout. Je me suis rendu compte trop tard que je ne sauvegardais pas mon énergie, puis je m'étais laissée aller pendant 3-4 semaines. Je me suis rendu compte que je mangeais seulement des sandwichs au fromage et de la soupe en canne. Je me suis dit, je pense que ce n'est pas le meilleur moyen de prendre soin de moi. C'est sûr qu'il y a des émotions qui sont en lien avec les défis en lien avec l'autonomie et l'indépendance, voire de la frustration, de ne pas être en mesure de faire les choses qu'on avait l'habitude de faire, un sentiment d'échec, on a voulu prendre soin de soi, mais ça n'a pas fonctionné, on a besoin de l'aide des autres. Se sentir isolé parce qu'on ne sait pas quelle porte cogner puis aussi on a de la difficulté à reconnaître ses propres besoins. Et enfin, se sentir ébranlé par une perte d'indépendance ou d'autonomie qui ne serait pas supposée d'arriver dans votre parcours de vie. Il y a des stratégies utiles qui ont été présentées par les participants de notre projet, puis je vous avoue que ces stratégies-là sont identifiées en lien avec le fait qu'ils se sont dit, on a vécu des difficultés, mais si on donnerait des conseils aux autres, les conseils qu'on aimerait que les gens écoutent le plus, soit de demander et d'accepter de l'aide, d'exprimer ses besoins aux proches, parce que les gens autour de soi veulent aider, mais des fois, ils ne savent pas comment, alors il faut bien exprimer nos besoins. De prendre le temps de s'adapter, se familiariser à son état de santé qui est complètement différent après les traitements,
d'expérimenter, faire des essais-erreurs, voir jusqu'où je suis capable d'aller lorsque je fais une activité. D'évaluer au jour le jour sa capacité à faire des activités, puis aussi, plusieurs nous ont mentionné, se fixer des objectifs réalistes, se donner des petits défis, subdiviser ses objectifs, faire une chose à la fois, c'est qu'est-ce qu'ils ont trouvé le plus utile. Pour les rôles et responsabilités, ça amène des défis à tout âge. Ici, on a pu, les participants ont nommé de trouver un nouvel équilibre et redéfinir son rôle dans la famille. Ça incluait le partage des tâches domestiques, la délégation des responsabilités, peut-être des fois avoir l'impression qu'il y a une atteinte au sentiment de compétence parentale. Par exemple, prendre soin des enfants. Pour les gens qui ont eu des traitements pour un cancer du sang, plusieurs d'entre vous avaient été sûrement immunosupprimés, peut-être hospitalisés. Puis là, c'est difficile d'avoir un contact avec ses enfants, de prendre soin d'eux comme on voudrait, même jouer avec eux. Alors, des fois, ça vient ébranler certaines choses au niveau de votre sentiment de compétence. Et aussi les dynamiques conjugales qui peuvent changer, les changements de rôle au sein du couple. Et enfin, pour les plus jeunes, toute la planification familiale, le désir d'enfant, la fertilité, qui viennent peut-être des enjeux dans nos rôles qu'on aimerait jouer plus tard dans notre vie. Ici, j'ai un jeune homme dans la trentaine qui m'expliquait un peu que lui, dans sa vie avec sa conjointe, il aidait beaucoup à la maison, il participait énormément, puis le fait d'avoir eu un cancer, ça a un peu changé la dynamique au sein de son couple. Il nous explique, je ne peux pas aider ma blonde à faire la bouffe, le ménage, ces affaires-là. Là, j'ai la fin de semaine pour l'aider. Est-ce que je pense à me reposer ou à faire des tâches? À un moment donné, je me dis, vais-je aller faire une activité ou faire le ménage? Puis là, je me dis, bon, ben ma vie maintenant, est-ce littéralement boulot et repos? Alors, vous voyez un petit peu la réflexion, la dualité avec le fait qu'on aimerait aider, mais de l'autre côté, nos capacités sont limitées. Alors, c'est le genre de défi qu'on peut avoir pendant cette période. Les questions qu'on peut avoir en tête en lien avec les rôles et responsabilités, il y a une question qui a été identifiée, c'était « Ai-je la capacité d'assumer les mêmes responsabilités qu'avant? » Et des stratégies utiles ont été identifiées par nos participants, soit de déléguer les tâches. Pour ceux qui ont des enfants, on avait une participante qui nous expliquait qu'elle utilisait une image, elle avait utilisé l'image d'une fleur, et sur sa fleur, dans chaque pétale, elle avait inscrit quelles sont les choses qu'on pouvait faire pour l'aider au cours de sa rémission et son rétablissement. Faire des tableaux avec peut-être les proches, des calendriers, de transférer la responsabilité. Qu'est-ce que je vois le plus souvent, puis les gens me racontent, c'est la tâche des repas qui est souvent transférée chez le conjoint ou la conjointe. Puis, étonnamment, c'est souvent une responsabilité que des fois les gens ne récupèrent pas parce que leur conjoint ou leur conjointe découvre une nouvelle passion pour la cuisine. Et aussi, prévoir, planifier les activités, prendre des notes dans l'agenda, le téléphone en lien avec les tâches qu'on a à faire à la maison, les activités familiales. Et enfin, avoir des proches en filet de sécurité qui est excessivement important pour ceux qui ont des jeunes familles. Pour le dernier thème, il s'agit de retourner à sa vie, qui implique souvent le retour au travail, le retour à l'école. C'est souvent un moment, lorsqu'on termine les traitements, puis on décide de retourner à sa vie, où on a plus l'impression de vivre les effets tardifs du cancer. Pendant les traitements, on est très occupé à aller à ses rendez-vous à tous les jours, mais quand tout s'arrête, puis on est un peu seul à la maison, à essayer de refaire des tâches comme faire le souper ou réfléchir, aller faire des courses, c'est à ce moment-là, des fois, qu'on se rend compte que la fatigue est plus importante, puis également, on a un petit peu moins de concentration, la mémoire n'est pas au rendez-vous. Ça amène aussi un certain choc, un choc de la réalité versus qu'est-ce qu'on devrait faire au travail ou à l'école. C'est-à-dire que, supposons que vous êtes quelqu'un qui retourne à l'école, vous êtes hyper performant, vous aimez avoir des A+ partout, mais là, vous vous rendez compte que les efforts sont plus importants à faire parce que la concentration peut-être est moins présente, c'est plus complexe. Pour ceux qui travaillaient, qui retournent au travail, puis c'était très performant au travail, peut-être vous sentez que vous n'êtes pas en mesure d'offrir le même investissement au travail qu'auparavant. Alors, des fois, ça amène un certain choc. Il peut y avoir aussi des enjeux financiers qui font en sorte que c'est vraiment rapide pour vous de retourner à votre vie, de retourner au travail parce que malheureusement, il y a eu des dettes peut-être qui se sont accumulées lors de votre congé maladie. Et enfin, des fois, il va falloir réfléchir si on doit renoncer à des aspirations au niveau de la carrière ou certaines activités.
Ici, je vous présente le défi de retourner à sa vie selon deux perspectives. La première, c'est une jeune femme dans la trentaine et le deuxième, un jeune homme. Pour la première participante, elle nous expliquait, il y a 7 ans, j'étais au pic de ma carrière, où j'allais faire des choix pour aspirer à ce que je voulais faire. Maintenant, je mets encore ma carrière sur un back burner, c'est-à-dire en veilleuse, et de me dire, bon, il va falloir peut-être que je fasse un deuil de ce que je voulais faire dans la vie. Pour notre autre participant, il nous expliquait, je ne suis pas encore retournée au travail. J'ai l'impression que mon entourage, une fois que le retour au travail va être fait, c'est un peu comme si, bon, il est passé à travers, c'est fini. En ce moment, je n'ai plus d'intérêt pour mon travail. Mes intérêts ont complètement changé. Je suis un peu en requestionnement. Qu'est-ce que je veux faire avec le reste de mon temps et de mon énergie? Alors, vous voyez le type de questionnement qui peut être en cause. Puis aussi, des fois, c'est difficile pour l'entourage de comprendre pourquoi ça peut être difficile pour vous de retourner à votre vie, de retourner à une nouvelle normale, parce que ça amène quand même beaucoup de questionnements. Il y a des émotions qui peuvent être en lien avec le retour à sa vie. On peut vivre de l'anxiété, de l'insécurité. Vais-je être capable de me maintenir en emploi, de poursuivre mon parcours scolaire? Aussi se sentir isolé, comme vous avez pu voir. Pour votre entourage, des fois, le retour au travail, le retour à l'école, c'est comme, OK, enfin, c'est fini le cancer, on passe à autre chose. Mais pour vous, vous vivez complètement autre chose. Fait que des fois, ça peut vous sentir seul par rapport à ça. Également de la peur. Il y a des questions qui peuvent vous passer à l'esprit, comme combien de temps prendrait-il avant de reprendre mes capacités? Comment vais-je arriver à retourner au travail? Vais-je pouvoir assumer les mêmes tâches, activités qu'avant? Et enfin, nos participants nous ont encore une fois ciblé de super stratégies. En premier, c'est un classique, planifier, moduler ses heures d'activité de repos pour bien récupérer. Aussi, utiliser le temps que vous avez lorsque vous finissez les traitements jusqu'au moment où vous retournez travailler pour reprendre une routine à la maison, vous tester un petit peu. Aussi, communiquer vos besoins auprès de vos proches, également votre employeur ou les gens de votre secteur scolaire. Des fois, peut-être vous avez accès à des ressources supplémentaires, peut-être en orthopédagogie ou certaines accommodements, étant donné votre histoire de maladie. Aussi, accepter de l'aide et utiliser les services qui vous sont offerts. Des fois, les compagnies d'assurance peuvent offrir des services supplémentaires ou des références auprès de professionnels. N'hésitez pas à les utiliser. Se concentrer sur l'essentiel. Plusieurs nous disaient d'attendre le bon moment pour entamer un nouveau projet pour un peu voir comment vous allez dans les prochains jours, les prochains mois. Réduire peut-être ces activités pour vous, au niveau de la fréquence, la durée, l'intensité, pour bien reprendre ces activités de manière régulière. Et enfin, de reprendre ces activités en fonction de ses capacités actuelles. Puis même, on disait, commencer un peu plus, de limiter un peu plus vos activités, puis d'y aller vraiment graduellement. Comme ça, pour vous, ça va être beaucoup plus encourageant, puis vous allez en plus en mesure de vous tester. Alors, les messages clés de la nouvelle normalité, ou je dirais la fausse normalité avec ce qu'on a vu, ça nous demande du temps. Ça demande du temps pour bien se connaître, pour reconnaître ses limites. Ça demande également de bien s'entourer de sa famille, ses proches. Aussi, de garder en tête que d'avoir dans votre entourage des pairs qui ont aussi vécu un cancer, ça peut être aidant parce que ça peut être des personnes qui vous comprennent de manière de plus soutenue. D'exprimer aux proches que vous pouvez être différent, vous pouvez leur partager la conférence d'aujourd'hui pour peut-être les sensibiliser à ce que vous vivez. Et enfin, demander et accepter l'aide aux besoins. Je pense que c'est ce que les gens avec lesquels j'ai parlé m'ont plus suggéré. Avoir su, j'aurais demandé de l'aide avant, j'aurais accepté de l'aide avant. Puis, il faut garder ça en tête, que vous n'êtes pas seul, qu'il y a des ressources pour vous. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Alors, j'aimerais vous remercier et pour votre écoute, puis pour ceux qui se questionnent à savoir comment participer à des projets de personnes touchées par le cancer. J'ai un nouveau projet qui va débuter sous peu avec des personnes touchées par un cancer du sang. Peut-être surveiller les médias sociaux, c'est via, entre autres, Facebook, je vais faire de la publicité dans les prochains jours. Bien, merci beaucoup. Merci, Karine. En fait, j'ai déjà quelques questions donc, j'invite les gens, comme tout à l'heure, à poser vos questions, mais il y en a déjà eu pendant que tu parlais.
quelqu'un a mentionné, en fait, c'est des super conseils quand on est en famille ou entouré, mais qu'est-ce que vous suggérez quand on est seul, célibataire, sans enfant? Je pense que tu as mentionné les compagnies d'assurance, mais est-ce que tu as d'autres trucs ou ressources pour des gens qui se retrouvent plus seuls, là? Oui, puis c'est sûr que quand on est seul, c'est ça, on est un peu plus isolé, les filets de sécurité sont peut-être moins présents. Qu'est-ce qui arrive, c'est que dans votre entourage, qu'est-ce qu'on voit, c'est plus difficile de cogner à la porte de vos amis parce que souvent, eux sont dans un tourbillon avec leur propre famille. Puis à ce moment-là, c'est plus complexe de demander de l'aide. Alors, je pense qu'il faut vraiment se faire un réseau. Il faut comme un peu se rebâtir un réseau autour de soi, puis de s'impliquer. Puis là, des fois, c'est dur parce que dépendamment de votre personnalité, des fois, on n'a pas le goût d'aller dans des groupes de soutien, d'aller parler. Mais les activités qu'offre, entre autres, la Société Leucémie Lymphome du Canada ou autres organismes de jumelage, des fois, d'avoir un contact un pour un avec une personne qui a vécu la même chose, ça peut être déjà aidant. D'avoir un parrain qui a déjà passé par l'expérience, ça peut vous aider, ça peut vous penser à des ressources que vous n'avez pas pensées. Peut-être garder un lien avec un organisme que vous appréciez particulièrement, d'aller comme aux conférences, quand il y a des activités de réseautage ou en présentiel un jour, d'y aller pour commencer à vous faire un réseau autour de vous. Des fois, après, les gens se refont réseau en faisant un petit peu de bénévolat pour essayer d'aller chercher un réseau de soutien qui est différent. Souvent, pour les ressources, les organismes qui sont dédiés pour les proches, les personnes touchées par le cancer ont des fois une liste de services qui peuvent vous conseiller dépendamment de vos besoins. Puis, si vous avez besoin plus précis, les professionnels de la santé également sont en mesure aussi de vous aiguiller, peut-être faire un contact avec une personne en travail social ou en CLSC ou en service communautaire également. Bien, merci. Effectivement, Karine, on l'a mentionné au début, il ne faut pas hésiter à communiquer avec nous. Donc, si vous avez besoin d'aide à la navigation pour, oui, des services d'aide à la maison, pour de l'aide financière, pour de l'aide au transport, ça va nous faire plaisir là, de vous soutenir là-dedans. Fait qu'il ne faut pas hésiter à demander. Je pense que c'est un beau message. Certaines personnes posent des questions par rapport à la recherche que vous faites actuellement. C'est bien. Je peux peut-être suggérer que dans le courriel qui va vous parvenir là, avec le lien d'inscription, avec le lien pour revisionner la formation, l'enregistrement, je cherche mes mots, je ne sais pas pourquoi, on pourra peut-être mettre l'information, Karine, sur la recherche en cours et puis les gens auront l'information directement dans le courriel pour en communiquer avec vous. Oui, tout à fait. Puis, vous pouvez également me contacter par courriel. On a une liste de diffusion de nos projets de recherche. Des fois, c'est moi qui en fais, des fois, c'est mes étudiants. Ça fait que c'est une autre stratégie. Je suis comme un bébé chercheur, alors je commence à me développer. Puis aussi, des fois, le type de projet, les places sont limitées, alors soyez indulgents si malheureusement, des fois, on vous dit non, c'est pas par méchanceté, c'est parce qu'on doit respecter le nombre de places qui est prévu au projet. Excellent. On a eu une question par rapport au cancer chronique. Donc, on parle de l'après-cancer, on parle aussi des cancers chroniques qui maintenant se gèrent bien de la médication, mais est-ce que tu as des conseils ou il y a eu des choses qui sont sorties dans la recherche par rapport à ces types de cancers-là? Je dirais, les gens, comme le projet où s'est présenté, des fois, je rencontrais des gens que, quand je les ai vus la première fois, il n'y avait plus de traitement. Là, j'ai rencontré une deuxième fois, malheureusement, puis là, qu'ils reprennent des traitements. Puis, ça fait partie du parcours du cancer. Dépendamment des personnes, il va y avoir des périodes où on a des traitements, des périodes qu'on n'a pas. Puis, ça fait un va-et-vient. Puis, ça fait partie de la vie des gens. Qu'est-ce qu'on voit, c'est dur à expliquer, mais ça va venir ça fait partie comme de la vie de la personne de vivre malheureusement avec cette incertitude-là. Mais les conseils, qu'est-ce qui arrive, c'est que le fait qu'on soit dans un contexte chronique, des fois, on vient identifier, un peu comme Billy disait, davantage ses effets secondaires, qu'est-ce qu'on va avoir besoin.
C'est ça que je vois pour les gens, des fois, qui vont vivre soit une récidive ou qui ont besoin de reprendre des traitements, c'est qu'ils ont déjà fait des choses dans le passé, puis ils vont remettre en place qu'est-ce qui a fonctionné. Ils savent déjà d'appeler leurs proches, ils savent déjà que à tel moment, ils vont avoir besoin davantage d'aide pour peut-être faire des courses à leur place. Ça fait en sorte que des fois, je trouve que les gens qui sont dans un contexte de chronicité sont super débrouillards, puis viennent à se connaître énormément. Et ça fait que ça amène un certain... ça amène un certain, pas je veux dire avantage, là, mais l'expérience fait en sorte qu'on se mobilise plus rapidement. Bien, Karine, merci beaucoup. Alors, je répète à tous que vous pouvez continuer à écrire vos questions. Alors, je vais vous introduire la dernière, mais non la moindre, experte, donc Dr. Christine Maheu. Bonjour, Christine. Christine est infirmière et professeure associée à l'École des sciences Ingram, de l'Université McGill, infirmière de recherche au Centre de recherche du CUSUM et co-directrice de cancertravail.ca. Elle va vous en parler, très intéressant. Elle va vous parler de la planification du retour au travail après un cancer du sang. Alors, c'est à vous! Oui, bonjour. Un instant. Merci de l'invitation de vous présenter sur notre site Web. Il me fait plaisir de vous présenter ce site Web-là qu'on a créé depuis 2016. Et voici notre page d'ouverture quand vous venez nous visiter. Il s'agit du premier site Web canadien sur le cancer et travail qui propose des liens vers des ressources au Canada et dans le monde entier également, qui est soutenu par les meilleures pratiques et la recherche. Il est disponible en français et en anglais pour la plupart du contenu. Le site Web a été conçu pour les survivants du cancer à retourner, à rester puis à trouver du travail et notre public cible étant les survivants du cancer, les professionnels de la santé et les employeurs. Un aspect du site Web que nous avons voulu souligner est d'amener toutes les personnes impliquées dans le retour au travail d'utiliser un langage commun et d'avoir un but commun. Et donc, malgré que nous avons divisé le site Web par si vous êtes un survivant, un professionnel de la santé ou un employeur, l'information dans chacune de ces sections est très similaire, mais personnalisée à chacun. Le site Web, le Cancer au travail ou Cancer Work, contient plus de 500 pages de contenu, des ressources, des vidéos et des outils en ligne. La plupart des informations ont été rédigées par l'équipe de base composée de spécialistes en réadaptation, de spécialistes axés sur le travail avec plus de 26 experts et rédigées par une équipe interdisciplinaire en cancer qui comprend des infirmières, des kinésiologues, des psychologues et des avocats en droit de la santé. Voici des exemples d'outils interactifs que vous pouvez imprimer à partir du site Web, dont le premier est l'outil d'analyse d'emploi. Et cet outil sert à vous aider à analyser les descriptions de tâches de votre emploi. Il sera utile également pour vous aider à planifier votre retour, à savoir si vous êtes prêt à accomplir les demandes que requiert votre emploi. Une fois complété, cet outil peut être discuté avec votre professionnel de la santé, mais il a surtout été conçu pour discuter avec votre employeur. L'outil d'analyse des tâches, celle-ci vous permettra d'identifier quelles sont ces tâches essentielles et non essentielles à votre travail afin d'évaluer lesquelles vous êtes toujours en mesure de faire et pour les autres, pour lesquelles vous devez peut-être y ajouter des adaptations ou demander de transférer à d'autres. Ces deux outils se complémentent ensemble. L'outil de planification de retour au travail est un outil qui vous guidera à développer un plan de retour et à évaluer vos aptitudes au travail, telles que s'il est nécessaire d'obtenir une évaluation de vos capacités physiques, qui pourrait définir la nécessité d'une évaluation ergonomique de votre environnement de travail. Il est préférable de compléter ce plan-là avec la participation de votre professionnel de la santé et votre employeur ou bien votre chargé de dossier. Il y a aussi l'outil sur les sources d'énergie et de fatigue, qui sont deux outils différents mais complémentaires qui vous aident à évaluer quelles sont ces sources d'énergie ou ces sources qui vous grugent vos énergies et ceux qui vous rendent plus fatigués et à quel moment de la journée, et quelles sont ces sources qui, au contraire, vous donnent de l'énergie. Et ces évaluations personnelles vous aideront à mieux planifier votre retour et votre succès, de maintenir votre retour, ainsi de pouvoir mettre en place un plan stratégique en amont pour diminuer l'impact négatif de votre cancer et des effets de traitement sur votre retour.
L'outil pour nourrir la pensée positive est en fait une vidéo en ligne qui vous guidera vers de la thérapie cognitive, à savoir comment revoir les situations stressantes de votre travail de façon moins stressante et donc comment gérer son stress généré par le travail. Et donc, ça rejoint un peu ce que Billy disait sur la gestion de vos symptômes et de votre condition. L'outil des symptômes cognitifs au travail sert à évaluer si vous souffrez de problèmes cognitifs et à quelle intensité, et voir comment ceux-ci peuvent avoir un impact sur vos tâches de travail à accomplir. Une fois complété, on vous recommande d'apporter ces résultats à votre professionnel de la santé afin de discuter de stratégies pour mettre en place pour vous aider à diminuer l'impact de problèmes cognitifs sur votre travail. Les sujets abordés sur le site web Cancer et Travail sont nombreux et entre autres, on y retrouve « Retourner et rester au travail ». Ici, on vous suggère des différentes étapes à suivre pour planifier son retour et on y présente des étapes que vous pouvez suivre avec votre professionnel de la santé et que je vais décrire dans la prochaine diapo. L'impact du cancer sur le travail, cette section vous aidera à évaluer l'impact de vos symptômes reliés à votre cancer et votre traitement sur l'implication de ceux-ci sur votre habilité à accomplir votre travail. La section communication et travail d'équipe, ici, on vous suggère de discuter de vos capacités et de vos difficultés avec votre équipe médicale afin de trouver des moyens de gérer qui pourraient vous aider à accomplir vos tâches du mieux possible en toute sécurité et de façon la plus productive que soit. L'évaluation de votre aptitude au travail, cette section peut vous aider à déterminer si vous êtes prêt à retourner au travail, à voir si vous avez les aptitudes physiques, psychologiques, cognitives et fonctionnelles nécessaires pour bien accomplir vos tâches de travail. Et donc, à la question, mon médecin croit que je suis prêt à retourner au travail, mais pas moi. Vous pouvez inviter vos professionnels de la santé à revoir cette section avec vous afin de procéder à des évaluations professionnelles telles que évaluer votre capacité physique ou cognitive à soutenir une journée de travail et identifier des moyens d'adaptation pour vous aider à retourner. Souvenez-vous que vous n'avez pas besoin d'être rétabli à 100% pour planifier votre retour au travail et qu'il vous faudra même un certain temps avant d'être entièrement rétabli, ce qu'on a pu voir avec la présentation de Karine. Il est également recommandé de communiquer avec votre département des ressources humaines et si vous avez, avec votre conseiller de retour au travail afin de connaître vos options d'assurance maladie et d'invalidité. Si vous devez arrêter de travailler pour traiter votre cancer et vous rétablir, vous aurez sûrement besoin d'autres sources de revenus. Donc, sur le site web, on offre des liens vers des programmes gouvernementaux et privés auxquels vous pourriez être admissible, comme par exemple la prestation d'invalidité du régime de la pension du Canada. Bien-être sur le lieu de travail. Ici, sur notre site web, nous discutons des avantages d'avoir un soutien au travail et de maintenir ce lien avec le milieu de travail qui facilitera votre ajustement et aussi la compréhension de vos collègues qui pourrait faciliter un retour au travail en douceur. L'aménagement du milieu de travail. Qu'est-ce qu'est l'aménagement? Ici, l'aménagement du milieu de travail, c'est une adaptation ainsi qu'une modification de vos tâches, de votre horaire de travail varié ou graduel, comme commencer plus tôt le matin et terminer plus tard le soir si vous avez tendance à être plus fatigué dans la fin de l'après-midi. Parfois, pour que l'on puisse retourner au travail, il se peut qu'il vous auriez à modifier certains aspects de votre poste et de votre définition de tâche. La section « Changement de travail et recherche d'emploi », il est évident que le cancer modifie sa façon de voir la vie et que cela parfois apporte des changements de priorité. Souvent, les survivants vont réévaluer son attitude par rapport au travail, se demandera s'il souhaite toujours le même emploi ou même la même carrière et pourra mettre en question sa volonté de travailler. Certains survivants du cancer savent qu'ils veulent changer d'emploi ou sont confrontés à l'impossibilité d'une reprise du travail car ils sont incapables, soit physiquement ou autre, ou bien l'emploi a simplement changé ou disparu depuis leur départ. Parfois, il se peut qu'à cause de cancer ou des effets secondaires du traitement, il peut être difficile de reprendre son emploi ou tout autre emploi, sans apprendre de nouvelles compétences ou suivre une autre formation. Dans toutes ces conditions, on vous recommande de discuter avec une conseillère en milieu du travail. La section « Informations destinées aux proches aidants », on offre des suggestions aux proches aidants sur comment balancer leur rôle et leur bien-être tout en maintenant leur travail et offrir le soutien à la personne chère qui vit avec un cancer. On offre de l'information sur leurs droits au travail, le soutien
financiers disponibles pour prendre du temps dans le rôle de proche aidant et des stratégies aussi pour gérer leur propre stress. La section Informations sur les lois et les politiques fournit également des ressources qui peuvent être disponibles dans votre communauté. Nous avons une liste de questions aussi fréquemment demandées qui ont été répondues par des avocats. Par exemple, à la question « Que puis-je faire si un supérieur m'appelle pendant mon congé de maladie et me demande de travailler? » Eh bien, si vous avez un congé de maladie dûment approuvé, vous n'avez pas à travailler ou à revenir plus tôt de ce que votre médecin a indiqué. Enfin, les liens vers les services et ressources sont regroupés selon les provinces qui offrent des programmes d'emploi et de réadaptation professionnelle disponibles au Canada. Et ici, nous avions eu une attachée de recherche qui a fait vraiment toute une recherche sur la littérature et sur les différents sites Internet pour regrouper toutes ces ressources dans un endroit. Et maintenant, si vous ne pouvez que regarder qu'une section du site Web, je vous recommande la section « Retour au travail, rester au travail ». Dans cette section, on vous propose des étapes pour élaborer votre plan de retour. Il y a des liens également dans cette section qui vont vous emmener dans d'autres sections du site Web afin de vous aider au cours de ces étapes. Dans l'étape 1, c'est de comprendre les facteurs qui ont un impact sur le travail. Il s'agit ici de déterminer selon 4 facteurs spécifiques pouvant influencer vos habiletés de retourner au travail. Et ces facteurs sont les facteurs biopsychologiques comme physique, psychologique et cognitive, ainsi que les facteurs relatifs à la personne comme l'importance qu'on accorde à son travail, les facteurs relatifs au système, donc les ressources dans le système de santé gouvernemental, quelles sont les aides financières, votre soutien familial, et ainsi quelle sorte de soutien vous avez au milieu du travail. Tout ceci peut être facilité ou entraver votre retour au travail. L'étape 2, il s'agit d'évaluer ces fonctions. Il s'agit d'évaluer vos forces et vos faiblesses sur le plan physique, psychologique et cognitif et leur incidence de ceux-ci sur votre capacité à travailler. On offre des évaluations que vous pouvez débuter vous-même, votre autogestion de vos symptômes et aussi d'autres plus approfondies qui nécessitent une évaluation professionnelle. Dans l'étape 3, c'est de comprendre les exigences reliées au travail. Même lorsque les emplois portent le titre semblable, les tâches associées ne sont pas nécessairement les mêmes. Pour mieux comprendre les défis fonctionnels auxquels vous pourriez être confronté lorsque vous allez reprendre le travail, il devient important de faire une analyse d'emploi qu'il est aussi disponible sur le site Web avec l'outil mentionné plus tôt et de discuter de ces prochaines étapes du retour au travail avec votre employeur. L'étape 4, il s'agit d'identifier les ressources et référer vers du soutien. Après avoir relevé les forces et les faiblesses qui influencent la capacité d'accomplir son travail, vous pouvez passer à l'étape suivante qui consiste à vérifier est-ce qu'il y a d'autres mesures de soutien qui pourraient vous être favorables. Cette démarche pourrait faire ressortir la nécessité d'un traitement médical symptomatique plus poussé ou encore le besoin de services de réadaptation. L'étape 5, communiquer au sujet de votre retour au travail. Au moment de planifier votre retour, voir auprès de vos membres de l'équipe soignante à savoir si vous êtes prêts et aptes à reprendre le travail. Il est donc important d'établir cette communication bidirectionnelle entre vous, vos professionnels de la santé et votre employeur afin qu'ils puissent connaître vos inquiétudes et qu'ils soient bien pris en compte. Les infirmières, les travailleurs sociaux, les ergothérapeutes sont en mesure de bien vous aider et de vous aider à articuler vos préoccupations concernant vos capacités fonctionnelles. Et enfin, de garder cette communication de votre évolution de préparation de retour au travail avec votre employeur lui signalera votre intention de toujours retourner au travail. Étape 6, encourager les survivants de cancer à prendre le contrôle. Ici, on vous encourage de vous investir dans votre réadaptation en préconisant des approches d'autogestion, un peu ce que Billy expliquait, qui vont augmenter votre sentiment de contrôle et de votre confiance sur votre préparation de retour au travail. Et l'étape 7, identifier et favoriser le recours à du soutien. Encore ce que Karine disait, aller rechercher le soutien. De ne pas se gêner d'aller en chercher. Ici, on parle de, lors de l'élaboration de votre plan, d'exiger en partie de voir dans quelle mesure votre milieu de travail est prêt à vous recevoir. Il est donc important de voir avec votre employeur ou son représentant les différentes formes d'aide disponibles dans votre milieu de travail. Et l'étape 8, contribuer à l'élaboration d'un plan de retour.
C'est une étape très importante et avec votre équipe de santé, vous pouvez jouer un rôle important en faisant part encore de vos observations, vos préoccupations. Vous pouvez explorer avec votre professionnel de la santé les diverses mesures d'adaptation qui pourraient faciliter votre transition et optimiser votre rendement au travail. Il convient de noter que la décision quant au type de mesure d'adaptation, si possible et acceptée, revient à votre employeur. L'étape 9, préparer les survivants à un retour imminent au travail. Il est parfois surprenant de constater à quel point nous ne sommes plus conditionnés à la vie de travail une fois en arrêt et à quel point on oublie la routine de travail. Et donc, on suggère de simuler un retour tel que se lever le matin et entamer la routine comme si on retournait au travail afin d'évaluer où on doit se reconditionner. L'étape 10, gérer les attentes en matière du travail. Il s'agit de bien gérer vos attentes et celles de votre superviseur en lui fournissant des lignes directrices claires sur les restrictions, les limites et votre plan de retour progressif de votre travail. Par exemple, il peut être difficile de comprendre la fatigue vécue par les survivants du cancer car ces symptômes ne sont pas nécessairement visibles et donc peut être difficile à imaginer par vos collègues. Il est donc encouragé de communiquer de vos aptitudes au travail de façon réaliste et en faire part à votre employeur et à vos collègues afin d'éviter de subir inutilement la pression qui pourrait découler d'attentes irréalistes. Et l'étape 11, surveiller les progrès après le retour au travail. La clé d'un retour au travail durable consiste à intégrer une composante d'évaluation dans votre plan par votre professionnel de la santé et votre employeur une fois de retour. Il ne faut pas oublier qu'une fois de retour, un suivi régulier de votre état physique, psychologique, cognitif et fonctionnel est conseillé pour s'assurer de votre capacité de maintenir le travail et voir à la nécessité d'obtenir des services supplémentaires, soit auprès de conseillers en réadaptation professionnelle ou à la recherche d'informations sur les droits de la personne en cas de besoin. En conclusion, soyez prêts à vous engager auprès de votre plan de retour au travail avec votre professionnel de la santé et votre employeur. Un bon plan implique également d'intégrer cette composante d'évaluation des progrès et de répondre aux préoccupations qui surviennent une fois de retour au travail. Maintenant, à cette phrase, « Je suis prêt à travailler, je fais quoi ?» Parce que vous n'êtes peut-être pas prêt à retourner au travail, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire des choses pour vous éduquer et prendre le contrôle du processus pour ne pas avoir l'impression que le contrôle vous est enlevé. Soit, par exemple, se renseigner sur le fonctionnement du régime d'assurance invalidité de la fonction publique. Dans certains cas, les survivants du cancer peuvent avoir l'impression d'être poussés par le gestionnaire de cas et en particulier l'un d'eux pourrait être poussé si le survivant n'est pas proactif pour prendre des mesures pour améliorer leur capacité. Par exemple, si votre santé mentale ne s'améliore pas et que vous n'essayez pas des choses telles que consulter un médecin, aller chercher des conseils, accéder à des groupes tels que la thérapie cognitive comportementale ou un traitement par médication pour améliorer votre santé mentale, si vous ne faites rien pour vous aider, il se peut qu'on vous push. Une assurance invalidité de longue durée peut être aussi une bonne ressource pour les services si vous éprouvez des difficultés. Par exemple, si vous pensez avoir de la force de faire votre travail et si votre médecin est d'accord, demandez aux assureurs de payer un kinésiologue pour vous créer un programme de supervision et d'exercice pour renforcer votre condition physique. Si vous avez des problèmes de fonctionnement, vous et votre médecin, vous pouvez demander une ergothérapeute qui est axée sur le retour au travail pour vous aider à trouver des moyens de compenser et de modifier votre travail. Et c'est ce qu'on appelle des adaptations de travail pour vous permettre de retourner avec succès. En ce qui concerne la préparation, il est important de connaître vos droits de la personne. Ici, il s'agit de vous informer sur vos droits, vos responsabilités, ce qui peut vous aider à avoir une certaine confiance pour demander des aménagements dont vous pourriez avoir besoin. En un mot, un employeur a le devoir de vous accommoder, mais sans que ça lui apporte une contrainte excessive. Donc, ça peut être plus difficile pour les employeurs qui travaillent avec, qui sont des travailleurs autonomes. Aussi, on voit deux groupes de personnes qui sont confrontées à un retour de travail. Celui qui se précipite pour retourner au travail, qui n'évalue pas complètement et ne relève pas tous les défis, et l'autre qui a peur de retourner au travail et qui essaie de reporter le travail autant que possible. Il est important de noter que plus vous êtes longtemps absent de votre travail, plus il est difficile de retourner.
Ainsi, pour ceux qui s'inquiètent pour le travail, l'inquiétude peut souvent s'accumuler. Il est donc préférable d'évaluer votre capacité de travailler et de communiquer vos défis avec votre équipe de soins de santé. Vous pouvez recevoir de l'aide pour surmonter ces défis, tels que la réadaptation ou les aménagements professionnels. Une évaluation peut prendre plusieurs formes et de nombreux outils se trouvent dans notre section outils du site web Cancer et Travail. Il y a aussi des auto-évaluations, des évaluations professionnelles telles que de la physiothérapie pour évaluer votre capacité physique ou un psychiatre ou des neuropsychologues pour évaluer vos défis cognitifs. En fait, toutes ces descriptions de ces professionnels et leur rôle se trouvent encore sur notre site web. Il est important que les survivants du cancer obtiennent du soutien, mais comment faire cela? Cela signifie d'identifier vos défis, puis l'étape suivante consiste à vous aider à relever ces défis. Il est donc important de les aborder avec votre équipe de soins de santé. Et si vous avez une assurance, vous pouvez même vous faire rembourser pour de l'aide pour ces différents défis. Donc, quelle est la chose que les gens auraient aimé savoir sur le retour au travail après avoir reçu un diagnostic de cancer? Eh bien, commencez tôt à penser à votre retour. Demandez de l'aide, demandez à évaluer vos capacités, obtenez de l'aide et communiquez avec les personnes impliquées dans votre retour au travail. Cela signifie avoir des conversations sur vos préoccupations et à quoi vous vous attendez de votre professionnel de la santé et ainsi aussi de favoriser une relation positive avec votre employeur et d'obtenir de l'aide pour négocier des mesures d'adaptation dans votre milieu de travail et avec votre employeur. Merci de votre écoute et on passe à la période des questions. Bien, merci beaucoup. Merci, Christine, d'un site Internet très intéressant. Il y a eu quelques questions durant votre présentation. Donc, quelqu'un demande, je suis en maladie depuis 1 an et demi. Je ne me sens pas capable de retourner. Je suis éligible à la retraite en 2022. Quelles sont les options pour mon année manquante? C'est très spécifique, là. Oui, c'est un peu trop spécifique, mais c'est juste par rapport que ce qui est toujours à mesure ici, c'est d'aller évaluer où vous en êtes rendu dans vos fonctions, que ce soit fonctions physiques, cognitives ou autres, et de voir avec votre professionnel de la santé ce que vous êtes toujours capable de faire en ce moment et surtout pour compléter cette année qui vous reste. OK, merci. Et quelqu'un aussi mentionnait, donc devoir retourner dans son ancien travail, mais ça ne l'intéresse plus. Donc, ce n'est pas tant un problème physique ou intellectuel, ça ne l'intéresse plus, ce qu'on voit souvent quand on passe par l'expérience du cancer. Est-ce que vous suggérez d'y aller quand même pour réévaluer, est-ce que vraiment, parce que ça fait longtemps et tout, ou de vraiment faire les différentes étapes que vous avez mentionnées pour changer? Bon, c'est pas parce que la personne n'est plus capable de retourner au travail, c'est une question de préférence. Donc, c'est pas dans le même contexte. Donc, vous êtes capable de retourner, vous avez les fonctions adéquates pour retourner à votre travail, mais vous avez un changement vous avez envie d'un changement de carrière ou une façon de changer. Vous voyez la vie d'une différente façon, ce que j'ai discuté et Karine également. Donc, dans ces cas-là, c'est préférable de parler avec une conseillère en orientation, justement, à savoir quelles est la meilleure étape ou la prochaine étape, de mettre les pour et les contre si vous amenez un changement ou si vous demeurez dans votre poste pour la dernière année. Donc, vraiment, encore là, sur notre site web, on en parle de ces changements de vie, de la façon de voir la vie différemment et de revoir une conseillère en orientation. Et si vous regardez dans les liens, ce qu'on a regroupé tous les liens par rapport à chaque province, des fois, on fait bien notre recherche, mais on n'a pas trouvé toutes les ressources possibles où il n'y en existe pas, mais on peut regarder au Québec où il y a des conseillères en orientation que vous pourriez communiquer avec afin d'avoir cette discussion. OK, merci. Une autre question qui a été posée en lien encore avec les cancers chroniques. Donc, on sait maintenant, il y a plusieurs cancers chroniques qui sont bien gérés avec les médicaments. Les gens ont la possibilité de retourner au travail. Est-ce qu'il y a des trucs en particulier dont il faudrait penser quand on vit avec le cancer au quotidien, mais qu'il est bien géré en lien avec son retour au travail?
Mais encore là, c'est un peu ce que Karine disait tantôt, puis c'était des bons points, mais il s'agit toujours tu sais, une fois de retour au travail, de réévaluer ses fonctions. Est-ce qu'on a besoin de d'autres adaptations? Il se peut que des effets de secondaire à long terme de notre traitement puissent soit demeurer ou soudainement se présentent quelques mois après un traitement, après le traitement, on va dire des problèmes cognitifs, puis on voit au fil des mois que ça se place pas ou il faut se trouver des nouvelles stratégies. Mais il faut retourner avec son professionnel de la santé afin de demander d'avoir une évaluation. Il se peut qu'on a besoin d'être vu par un neuropsychologue qui pourrait nous aider à identifier des stratégies pour nous aider à se rappeler comment garder des aides-mémoires, ces choses-là. Encore là, c'est des stratégies pour être capable de demeurer au travail le mieux possible. Et si nécessaire, là, c'est là qu'on discute avec le professionnel de la santé, avec votre médecin et avec votre employeur. Vous n'avez pas indiqué que exactement vous avez des problèmes cognitifs. Vous pouvez dire que vous avez besoin d'une adaptation qui a été recommandée par votre médecin, qui pourrait demander peut-être plus de temps pour compléter un projet, disons. Mais c'est tout ce que vous avez à dire. Mais ça demande un suivi continuel parce qu'on sait que, oui, on a des effets secondaires qui peuvent être tardifs. Il y en a qui restent longtemps, puis il y en a d'autres qui partent juste pas. Je pense qu'au niveau des problèmes cognitifs, on dit qu'il y en a à peu près au-dessus de 30% des gens, suite à de la chimiothérapie, pour qui ça se résout pas. Donc, comment on se développe des stratégies pour être capable de maintenir son emploi et aussi, après ça, de réévaluer avec son employeur pour avoir comment est-ce qu'on dit, comme des outcomes réalistes. OK, parfait. Bon, je pense que vous l'avez mentionné, mais quelqu'un pose la question, est-ce qu'on doit le dire à notre employeur qu'on a un cancer? Donc, ce n'est pas une déclaration obligatoire. Non, c'est pas une déclaration obligatoire. Puis on a aussi une belle article sur notre site web. Est-ce que je dois divulguer ou pas que j'ai eu un cancer? Tout ce que votre médecin a besoin, votre employeur a besoin de savoir, c'est quel type d'adaptation vous avez besoin, lesquelles qui ont été recommandées par vos professionnels de la santé. Et c'est là qu'il est important de travailler avec son équipe de soins. Bon, le médecin peut dire, ben, je ne sais pas trop quelle adaptation qui est nécessaire, et là, il va faire appel à un ergothérapeute qui va évaluer exactement quel genre de travail vous faites et de proposer des stratégies d'adaptation spécifiques à votre milieu de travail. Donc, c'est ça qui va être reporté à votre employeur que selon on va dire, on n'utilisera pas le mot limitation, ça peut être négatif un peu, mais par rapport à vos adaptations suite à une maladie, voici ce qui a été recommandé par votre médecin. Est-ce que votre employeur peut vous accommoder? Puis votre employeur a une obligation de vous accommoder jusqu'à temps que ça ne lui cause pas une peine excessive, financière ou autre. OK, excellent. Mais en tout cas, toutes ces informations-là et ces ressources se trouvent sur le site Internet cancerettravail.ca, donc qui est très, très, très complet. Alors, je pense que les gens peuvent… oui. Aussi, par rapport à nos recherches, pour ceux qui seraient intéressés, on a le site web qui a été développé en 2016. On avait aussi un comité de patients, mais on recherche d'autres gens encore qui ont eu cette expérience-là de retourner au travail, de nous partager ça, parce qu'on veut créer des vidéos qui pourraient être partagées avec d'autres sur que ce soit des expériences bonnes ou négatives, mais on va les retravailler, mais aussi votre expérience sur l'utilisation du site web pour savoir comment est-ce qu'on peut l'améliorer. Donc, on fait aussi ce qu'on appelle une étude d'utilité. Donc, vous pouvez me communiquer là-dessus. Puis aussi, on recherche des gens qui sont autonomes, des travailleurs autonomes, parce que le retour au travail, comme qui n'ont pas des ressources humaines autant que ceux qui ont un employeur, c'est différent. Donc, on fait des entrevues, comme Billy disait, et Karine, on fait des entrevues avec des gens qui sont travailleurs autonomes sur leur stratégie d'adaptation pour maintenir leur travail, maintenir leur entreprise ou d'arrêter. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez nous communiquer également. Merci. Excellent, merci. Karine Billy, aviez-vous quelque chose à rajouter? Je vous prends au débris. On cherche un micro. Non, mais merci à tous pour l'attention. Bien, ça fait plaisir. Merci à vous, Christine, Karine, Billy, du temps de préparation que vous avez mis. Ça fait longtemps qu'on travaille sur ce projet-là, donc merci énormément. Merci à vous qui vous êtes connectés cet après-midi. Merci à nos partenaires, AbbVie, AstraZeneca, Bristol Myers Squibb, Celgene, Janssen, Merck,
Paladin et Pfizer. Donc, merci beaucoup. Sans eux, cette conférence sur la leucémie de toute cette semaine ne serait pas disponible. Et puis, avant de vous quitter, je vous répète que nous sommes là pour vous aider. Donc, notre équipe est là pour vous aider à naviguer dans le système de santé. Donc, moi-même et ma collègue Joliane, on est là pour vous. Alors, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Alors, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. J'espère que vous vous portez bien. À bientôt. À bientôt. Merci.